bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce webinaire d'analyse dédié et consacré à l'introduction à l'investment banking et private equity. Je suis Macron Teta, donc je serai le modérateur de ce webinaire organisé dans le cadre de Culture Fee, donc il y a un programme financier du réseau Alumise. Réseau Alumise que je présente très rapidement en deux lignes, en deux phrases, qui est le réseau des professionnels congolais de France ou formés en France, donc avec le volet professionnel, donc s'occupant des professionnels, de la formation, du renforcement de capacité, de l'équipement tout simplement du professionnel, d'une part, et d'autre part, la préparation de l'étudiant qu'on va chercher dans son parcours étudiant, universitaire, afin de faire de lui un excellent professionnel demain, donc le préparer au mieux à la vie professionnelle. Et donc, finalement, tous les programmes présentés par Alumise ici, dont la petite vidéo qu'on vient de voir de notre cher Romel Moubenga, concourent justement à cette formation-là et à cette manière d'équiper le professionnel du réseau Alumise. Euh, Romel, puisque je l'ai cité, je vais le convoquer pour qu'il nous présente aussi brièvement ce qu'est Culture Phi avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Romel, est-ce que tu es dans les parages? Oui, merci Mac. Donc, moi, c'est Romel Moubenga, je suis membre du réseau Alumise. Alors, ce webinaire, comme vient de le souligner Mac Randy, est organisé dans le cadre du programme, d'un des programmes du réseau Alumise qui s'appelle Culture Phi. En fait, Culture Phi, pour expliquer en un seul mot, c'est un événement autour de l'éducation de la culture financière. Ici, l'objectif, donc que ce soit la série des webinaires ou des conférences qui sont organisées autour, l'objectif ici, c'est de faire comprendre les notions de base et d'améliorer la connaissance autour des produits, des concepts et des risques financiers. Donc, ça va des concepts les plus fondamentaux, basiques, à des choses un peu plus spécialisées, spécifiques, tels que le sujet qu'on va explorer aujourd'hui, qui sera autour de la banque d'investissement, l'investment banking et le private equity. Donc voilà, en quelques mots, je te rends la parole, Macron. Très bien, merci. Alors, sans plus tarder, puisque notre intervenant est là, Kevin Romanto, bonjour et bienvenue. Merci déjà d'accepter de faire avec nous ce webinaire pour partager ses connaissances et faire cette introduction. Nous allons vous laisser vous présenter très rapidement, même si tout le monde a pu voir sur les réseaux qui vous êtes, ce que vous faites, aussi bien à travers la présentation très complète qui a été faite, mais c'est peut-être mieux qu'on l'entende de votre propre bouche aussi. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité pour faire cette présentation. J'en suis très honoré. Je m'appelle Kevin Romanto. Effectivement, j'ai migré depuis plusieurs années dans le milieu de la finance. Donc, historiquement, mon background, mes parents sont dans le secteur de la construction et des matières premières. Donc, c'est un petit peu ce qui m'a guidé à me pousser en fait à aller vers la finance de marché et la finance d'entreprise. Donc, ces dernières années, j'ai plutôt évolué dans le milieu de la fusion-acquisition que je vais vous présenter et où j'ai aussi été avec pas mal de fonds de private equity. Hein. Je dirais que c'est deux éléments qui sont liés. Et donc, j'ai couvert différents secteurs. J'ai travaillé aussi dans différents pays comme Dubaï et Londres. Et j'ai principalement travaillé sur le secteur des utilities et des matières premières. Et donc, ensuite, j'ai aussi écrit donc, des livres en investment banking pour rendre plus accessible, je dirais, la compréhension de ce métier qui est à la fois technique, mais aussi commercial. Et il est vrai que l'aspect un petit peu technique peut faire un petit peu peur sur la matière. Euh, mais, euh, mais bon, je pense que c'est faisable pour pouvoir se développer au fil du temps. C'est juste une question de jargon. Voilà. Donc, au plaisir de vous démystifier un petit peu aujourd'hui ce jargon de qu'est-ce que l'investment banking, puisque les gens ont les grands ouverts les yeux et se disent ah c'est que des grandes sociétés, c'est que des grandes transactions. Eh bien non, l'investment banking ça commence avec une petite start-up, un petit projet et il n'y a pas de taille. Donc c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et on est très vite face, en fait, à un sujet qui, quand on parle de l'investment banking, on parle de plusieurs choses. C'est quoi finalement l'investment banking? C'est ça qu'il faut commencer par décrire. L'investment banking, c'est tout simplement une banque. Voilà, donc on appelle l'investment banking, c'est ce qu'on appelle une banque. Donc
l'investment bank, voilà, c'est là d'où vient le terme. Et donc, on a l'investment banking qui est une division, en fait, où on a plusieurs divisions au sein d'elle. Donc, on a des activités de marché, on a des activités de corporate finance. Et au sein de cette activité de corporate finance, on a ce qu'on appelle la fusion-acquisition. Pourquoi les banques ont mis en place historiquement cette opération de fusion-acquisition? C'est assez simple. Elles avaient des clients qui avaient besoin de s'étendre, de grossir ou potentiellement à certains moments céder leur société. Par conséquent, puisque les banques sont naturellement des prêteurs, hein, prêtent de l'argent, hein, tout comme vous, quand vous allez acheter vos appartements, bah, vous mettez du capital, et puis vous avez cette notion de dette pour se financer avec de la dette. Donc, les banques avaient des clients, donc elles ont décidé de développer ce service de M&A. Donc le M&A, c'est quoi? C'est merger and acquisition, en français, fusion et acquisition. Et donc, le rôle majeur de cette division ou de cette entité, c'est finalement de conseiller le client sur l'achat ou la revente d'une société et de l'accompagner tout au long de ce process. Pourquoi? Parce que il y a des notions effectivement qui sont juridiques, il y a des notions aussi de valorisation, c'est comment je vais valoriser mon entreprise. Donc, je ne vais pas forcément à ce stade rentrer dans un détail très élaboré, mais est-ce qu'on utilise une méthode de valorisation avec des multiples? Est-ce qu'on utilise une méthode de valorisation avec des cash flows, avec un DCF? Qu'est-ce qu'on met en place? Et ce qui est intéressant, c'est que le banquier, lui, a cette expertise de valorisation et il a aussi son réseau. Parce que, par exemple, quand vous êtes une société et que vous voulez, je sais pas, vous développer dans un nouveau produit ou un nouveau pays, pardon, et vous étendre, bon, ben, vous n'avez peut-être pas forcément l'expertise pays et vous n'avez peut-être pas forcément le réseau d'adresses qui va avec. Par conséquent, vous allez faire appel au banquier qui, lui, si vous voulez, va vous aider dans ce process de recherche, va vous trouver, dans le cas où vous voulez être acheteur. Donc, admettons que je suis investisseur français, donc voilà, pour cette association, je vais aller me développer au Congo. Moi, Kevin, je ne suis pas un expert de Congo et je peux faire appel à quelqu'un qui serait un banquier M&A au Congo et qui me dit, bon, voilà, on a tel type de cible, tel type de société, ça nous intéresse et il y a ce type de relation qui se fait. Donc, je dirais qu'on est là, le fusion-acquisition, c'est un métier d'accompagnement du process, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver une cible au client et une fois qu'on a trouvé une cible, qu'on est d'accord, on va commencer à avoir une phase de valorisation et ensuite, une fois qu'on a cette phase de valorisation, qu'on sait plus ou moins combien la société va coûter, la phase d'après, c'est quand même la phase de due diligence parce que même vous, finalement, quand vous allez acheter un appartement, vous faites une due diligence sans vous en rendre compte. Vous établissez un prix et après, plus ou moins, vous savez le prix et vous discutez un petit peu avec l'agent immobilier et après, vous allez sur le terrain faire une visite de terrain. C'est exactement la même chose. On ouvre la boîte de Pandore et on essaie de comprendre qu'est-ce qui est dans la société, quels sont ses actifs, et ensuite, quelles sont ses ressources. Et en fonction de ça, ça va être une négociation à la fin sur le prix. En fonction de ce qu'on a pu voir et puis aussi du marché. Parce qu'il faut bien comprendre que actuellement le marché de la fusion-acquisition se porte très mal cette année. La cause étant, c'est qu'après le Covid, on a eu effectivement un pic d'activité, et ce pic d'activité s'est plus ou moins éteint, et qui fait que derrière, on est dans une phase économique avec la remontée des taux, où il y a beaucoup moins, si vous voulez, d'opérations de fusion-acquisition. Alors, on nous parle dans les prochains mois à venir, notamment aux États-Unis, de la Fed, potentiellement baisse des taux. En Europe, c'est encore une question, mais oublions ces sujets techniques, tout ça pour dire que le financement est aussi important. Et donc, de cette manière-là, il faut comprendre le cycle économique dans lequel on est, la situation macroéconomique, et on est aussi dans des secteurs en phase de consolidation. C'est ce qui se passe actuellement sur le secteur minier, qui a beaucoup souffert puisqu'on anticipait après le Covid une réouverture de la Chine qui n'a pas été anticipée comme prévu. Conséquence de quoi le marché minier a été un petit peu délaissé, les performances ne sont pas au vert. Et je pense qu'on va avoir dans ces prochains mois un marché qui va être en consolidation, qui offre des opportunités. Vous voyez, donc quand des sociétés ne se portent pas forcément très bien, elles vont avoir des problèmes un petit peu de financement ou pour se développer. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles sont pérennes et qu'elles peuvent continuer par elles-mêmes, ou est-ce que finalement un acteur va venir les solliciter pour les racheter? Voilà, je vais faire un petit temps de pause si peut-être il y a des questions à ce stade. N'hésitez pas et je peux poursuivre. Alors, je vais profiter, moi, du temps de pause, qui est un temps de respiration aussi pour vous, je pense.
pour poser ma petite question déjà, rien qu'au niveau des intitulés, du jargon, etc. On a parfois le sentiment que c'est fait à dessein, que, en plus déjà de la complexité enfin, que représente cet univers, très chiffres, très compliqué, parce qu'il faut se noyer dans des tonnes de chiffres, on a en plus le jargon qui rend, pour certains, inaccessible le milieu. Est-ce que c'est fait à dessein et est-ce que c'est si inaccessible que ça? Alors, je dirais que c'est pas, ce matin même, j'étais en train de donner de cours à des étudiants. C'est toujours le même sujet. La difficulté qu'on a, c'est que ce sont beaucoup des jargons et termes techniques, notamment anglophones. Et c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'on a même pour moi qui suis originellement français, on a ce mix franco-anglais qui est parfois pas facile. Même moi, quand j'enseigne, je suis tout le temps en train de me mixer entre les termes. Et ce jargon, je dirais qu'il non, il a pas été mis en place pour que ça soit inaccessible, même si on a souvent cette vision de penser que la finance est très élitiste et autres. Moi, j'ai tendance à penser que c'est surtout qu'on manque de culture financière. J'ai surtout, je pense que si vous voulez, notamment, je prends le cas de la France, mais alors ça se démocratise, mais si je prends l'âge de mes parents ou avant, les gens n'ont pas cette culture financière d'investir sur les marchés, vous voyez, et cette culture de prendre du risque. Si vous allez aux États-Unis, moi, je suis absolument subjugué quand j'étais le mois dernier à Wharton, j'étais absolument subjugué de voir des étudiants en face de moi, au-delà du fait qu'ils étaient Wharton, mais cet état d'esprit que et les gamins ont déjà 20 ans, ils ont déjà des actions, ils investissent, etc. Donc il y a une culture, en fait. Je pense que c'est une culture, un état d'esprit qui fait ça. Et effectivement, le jargon, je pense que quand on commence un petit peu à lire, à s'intéresser au sujet, c'est comme tout, on s'en appréhende. Moi, on me parlerait du jargon du Bitcoin ou de la technologie, je serais pas forcément très à l'aise dans une audience et je vous tiendrai peut-être pas voilà, ce même discours. Donc, je pense que c'est juste une question d'y passer un peu de temps. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ça requiert quand même des connaissances de base qui, effectivement, sont un peu des connaissances accounting, donc des connaissances comptables et ça, je pense que c'est un peu ce qui pêche, et on le voit même dans le domaine aujourd'hui, malheureusement. Je le vois quand les juniors arrivent à la banque, même s'ils sont formés de très bonnes écoles, il leur manque des bases. Et j'ai parfois des gens qui viennent disons, de moins bonnes écoles et qui ont fait de l'audit et qui en fait sont très pointus. Je dirais que c'est juste une question de pratique et de lecture, hein. C'est pour ça que j'ai écrit les ouvrages pour un petit peu démocratiser, rendre ça plus accessible. Mais à la fin du compte, c'est toujours la même chose, c'est combien on paye, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète le passé? Est-ce qu'on achète le futur? Est-ce qu'on achète de la croissance? Donc, c'est ce genre de questions que souvent j'invite les gens à se poser. Mais l'idée, en tout cas, c'est à travers ces webinars et ce que vous faites, je trouve ça très bien, parce que c'est aussi pour apporter de la connaissance, voilà, et montrer que c'est accessible, hein. Et pour vous donner un exemple d'accessibilité, moi, j'ai commencé avec un CAP en construction, j'en suis aujourd'hui Ok. avec ce parcours. Donc, si c'était pas accessible, je n'aurais pas réussi. Donc, je dirais que c'est à force de me forger que j'ai réussi à dire, à développer ses connaissances. C'est comme le sportif de haut niveau qui, on ne devient pas footballeur parce Performer. qu'on a du talent. Je veux dire, le talent, c'est vrai, on peut avoir le talent, et à un moment donné, le talent ne suffit plus. Voilà, il faut travailler. Absolument. Et c'est précisément ce que nous faisons là, à travers Culture Phi, effectivement, donc il porte bien son nom, culture financière, pour justement développer et travailler sur de la culture financière. Alors, en attendant que les questions arrivent, moi j'aimerais savoir s'il y a il y a toujours des questions dans le chat, mais n'hésitez évidemment pas à poser des questions. Alors, nous avons une première question de William, qui est auditeur financier basé à Tours. Alors, il en a plusieurs en plus. Très intéressante. Alors, on va directement les lire. Donc, première question, quels sont les profils académiques qui peuvent travailler en IB ou en PE, effectivement? Et faut-il a priori sortir des écoles, universités? Bon, on a un début de réponse déjà dans ce que vous disiez précédemment, mais ouais, on peut obtenir déjà la première réponse Alors, ou la réponse à la première question. je dirais que ce qu'il y a, c'est qu'il faut éliminer l'aspect psychologique et l'ego. On va être simple. Tout le monde prise par Goldman Sachs, voilà, ou Morgan Stanley, ou des grandes banques. Bon, c'est une réalité. Ces banques-là existent et on veut tous le meilleur. Ou Rothschild? Ou Rothschild, voilà, c'est indéniable. Bon, mais naturellement,
c'est comme une sélection dans un club de foot. Quand on a le choix, on a le pléthora, on est Arsenal ou Manchester ou Paris Saint-Germain, on a le choix de choisir ses joueurs. Mais là, c'est un petit peu la même chose, j'ai envie de vous dire. Quand vous avez fait une école top 3, oui, vous avez une chance, effectivement, d'aller chez un Rothschild, un Goldman Sachs, c'est vrai. En tout cas, surtout en France. Et je dirais que dans les profils anglophones, on aime aussi un peu les profils outsiders, donc c'est peut-être un peu plus facile de réussir. Mais pour répondre à la question, euh, je dirais qu'il n'y a pas forcément de profil atypique. La question, c'est en fonction de votre profil, il faut calibrer votre recherche. Et je dirais que c'est là Ouais. souvent le problème que j'ai avec les étudiants ou les gens qui s'intéressent au milieu du milieu. Ah oui, mais c'est un milieu fermé. Ah oui, mais il n'y a personne qui me répond. Mais oui, mais il faut peut-être être un petit peu plus humble. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé au départ avec une petite M&A boutique. Donc, ce qu'on appelle une M&A boutique, c'est quand on voit l'IB, on pense qu'il y a que les grandes banques, mais il y a aussi ce qu'on appelle des boutiques M&A. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, on a eu l'émergence et de plus en plus de banquiers qui étaient dans des grandes banques et qui ont décidé d'ouvrir leur petit cabinet. Donc, des fois, ils sont deux, ils sont trois, et ils font des transactions parfois qui sont de manière astronomique, voire plus importante que des banques, ou, je ne sais pas, vous allez vendre la petite PME du coin. Vous voyez, la semaine dernière, je discutais, j'ai un ami qui veut vendre un business dans le Bordeaux qui est du vin. On est sur une transaction, son chiffre d'affaires est de 5 millions d'euros. On ne parle pas d'une transaction à des milliards. La complexité est la même. Les discussions sont les mêmes. Vous voyez, simplement, il faut apprendre le métier. Et je dirais qu'il faut avoir cette humilité de peut-être un petit peu se forger avec des transactions qui sont peut-être un peu plus petites, aller vers des boutiques qui sont M&A, des boutiques M&A, vous voyez, qui sont peut-être plus accessibles et qui sont peut-être liées à votre pays, et qui fait que derrière, vous avez cette première expérience et après, vous pouvez commencer à monter. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas jouer la Ligue des Champions si vous n'avez pas commencé par jouer en national, on est d'accord. Hein. Donc, il faut être pragmatique. Et il y a des gens, et finalement, qui ont comment vous dire, par les chances de la vie, qui ont effectivement directement intégré des grandes écoles. Voilà, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. Mais, et il y a d'autres qui ne l'ont peut-être pas fait, mais ce n'est pas pour ça que votre carrière est ratée. Absolument pas. Il faut juste taper aux bonnes portes. Et je pense que c'est aussi pour pénétrer ce milieu, c'est un milieu qui fonctionne par le réseau. C'est-à-dire que candidater à des offres, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, les trois quarts de mes jobs que j'ai obtenus, et je ne vous parle pas des notions de piston, attention, hein, qu'on soit bien clair. Moi, je viens de nulle part, d'un petit village de 600 habitants, donc je ne connais personne. Je suis l'outsider de nulle part. Donc, mais en revanche, il faut solliciter les gens, il faut montrer que vous avez un intérêt, il faut montrer vos connaissances techniques, vous voyez, montrer votre expertise. Si vous êtes par exemple en France et que vous êtes, je ne sais pas, sur un pays africain, vous avez une connaissance du pays, vous avez déjà un réseau là-bas, c'est ça qu'il faut que vous alliez vendre, vous voyez. Et en fait, il faut se différencier avec ce que la vie vous a donné et non pas l'opposé. C'est-à-dire que cette espèce de normalisation, oui, je veux faire d'une grande école, je vais être comme tout le monde, très bien. Mais à un moment donné, vous avez malheureusement dans ce métier, on appelle l'effet d'attrition, c'est-à-dire quand vous arrivez au stade associate, donc vous êtes d'abord stagiaire, analyste, associate, il y a un tri sélectif qui se fait. Et en fait, après, tout le monde est pareil. Je veux dire, vous êtes pareil que vos compétiteurs quand vous avez passé 3 ans. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez réussir et pas les autres, voyez. Et je pense qu'en fait, au lieu d'attendre, utilisez dès le début. Alors, ça nécessite, comme je dis, de l'humilité, de l'acceptation, mais il y a des beaux parcours à faire. J'ai des exemples d'amis qui sont partis sur des parcours en Afrique, des Français. Euh, alors, ils n'ont pas fait des grandes carrières chez Goldman Sachs. Hein. En revanche, je pense que l'expérience de vie qu'ils ont eue était peut-être beaucoup plus enrichissante qu'une carrière chez Goldman Sachs ou à New York. Vous êtes enfermé dans un building qui fait 50 étages. Ouais, ok. Mais c'est pas forcément, vous voyez, vous allez être un junior, vous allez faire partie d'une équipe, alors que l'avantage d'aller dans une boutique M&A et d'aller sur le terrain, je sais pas, moi, vous allez racheter des scieries en Afrique, ben, vous allez serrer la pince des gens, vous allez voir ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez, il y a une expertise terrain qu'il faut avoir. Et ça, moi, je trouve ça plus enrichissant parce que, disons que je viens d'un petit milieu modeste où j'ai grandi des échelons, j'ai travaillé très jeune et après, j'ai connu ce grand milieu de la grande finance. Et maintenant, parce que j'avais des yeux rivés là-dessus, et quand je reviens, je me dis, ah, ok, je l'ai découvert, mais en fait, il y a des choses qui se passent en bas qui sont aussi extraordinaires, vous voyez. Voilà. Ouais. Donc, il ne faut pas s'arrêter à tout ça. Je dirais que oui, si vous avez la possibilité d'aller à la grande banque, allez-y, ça vous fera une carte de visite, c'est indéniable. Mais c'est pas pour ça que que si vous n'y allez pas, que vous avez raté votre carrière. C'est faux. Très bien. Donc, être focus et surtout ne pas se limiter, absolument pas se limiter. Ce qui rejoint finalement sa deuxième question aussi, toujours William Gauthier, qui demande si, parce que vous parliez d'expérience tout à l'heure, est-ce que l'expérience en IB ou en IB
est finalement un préalable pour rejoindre le PE. Alors, ça, c'est indéniable. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, je vais faire euh, trois, trois buckets, trois différenciations. Ok. Vous avez donc ce qu'on appelle le sell side. Donc, le sell side, c'est ce que font la fusion-acquisition. C'est-à-dire que vous avez un client, vous conseillez votre client, en contrepartie, il vous donne des fees, d'accord? Et votre rôle, c'est de Ok. gérer le process. Donc, dans le M&A, il y a deux angles. Il y a la partie valorisation, modélisation, mais il y a la partie gestion de process. Et je vous rappelle que c'est pour ça tout de même que le client vous paye. Il vous paye pour Ok. gérer son process de A à De Z, A de à Z. trouver une cible, faire la due diligence, parler avec les avocats, faire cette phase de négociation. Bon. Donc, et c'est ce que font des erreurs que font beaucoup de banquiers qui a été une raison pour laquelle moi je suis parti de la banque au stade associate, parce que au stade associate, c'est là où vous commencez à le métier devient un peu moins technique et après s'oriente un peu plus sur gérer des transactions, gérer le process. Moi, personnellement, j'aimais pas trop gérer le process. J'aime beaucoup la technicité, tout ce qui est comptable, analyser des sociétés, etc. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je ne suis pas allé en private equity. Pourquoi? Parce qu'en private equity, on va vous demander de faire la valorisation, mais aussi beaucoup de gérer le process. Et le private equity, si vous voulez, comment vous expliquer? Ils sont en ce qu'on appelle le buy side, d'accord? Et donc là, vous générez des fees sur des investissements. Donc, les équipes sont peut-être un peu plus petites et ils n'ont pas le temps de vous former. Donc, par conséquent, ils vont prendre des gens qui ont déjà de l'expérience, en tout cas pour des fonds de taille moyenne. Pour ce qui est des grands fonds de private equity, c'est une autre histoire. Généralement, ils vont chercher directement à l'université. Et encore une fois, je pense que c'est intéressant d'avoir une première expérience en investment banking. Pourquoi? Parce que vous vous confrontez à cette phase de modélisation, à cette phase de comment on doit faire. Et puis, il ne faut pas se mentir, hein, l'investment banking, il y a le côté sexy, vous pensez que vous faites des grosses transactions, etc. Mais n'oubliez jamais que c'est votre managing director hein, qui fait tout. Hein. C'est lui qui gère le Ok. deal. Hein. Vous êtes finalement au départ la petite main et vous La allez petite quand même main, ouais. passer beaucoup de votre temps à faire des présentations. Mm. Parce que oui, vous avez passé votre temps sur Excel, mais il y a aussi beaucoup de présentations. Et le private equity, c'est un petit peu la même chose. Il y a le côté excitant du private equity où vous travaillez sur la transaction, vous voyez, vous analysez la société. Il y a le côté un peu plus pédant, c'est quand vous devez présenter votre présentation au comité d'investissement. Et les Mm. comités d'investissement vous reviennent avec des tonnes de questions parce que généralement, ils sont 10 ou 15 dans la salle et vous vous dites bien qu'ils ont tous des questions à vous poser. Mais tout ça pour dire, le fonds de private equity, c'est vraiment une autre logique. C'est-à-dire que c'est la logique où la banque parfois conseille le fonds de private equity sur leur achat de société. Hein. Et donc, on veut des gens qui soient déjà plug-in, c'est-à-dire qu'ils arrivent, on les prend et ils savent déjà comment on fait un process, comment ils font de Opérationnel. l'évaluation. Exactement. Parce que les équipes sont plus petites. Pourquoi? Parce que vous êtes payé sur les management fees, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'admettons, faisons simple, vous êtes un fonds de private equity, les clients, vous collectez l'argent des clients, vous avez 100. Sur ces 100, vous allez prendre des management fees qui vont être de 1%. D'accord? Donc, vous allez avoir donc admettons 100 millions, vous avez 1 million. Mais vous m'excuserez, mais 1 million, quand vous avez les due diligence, vous avez tout à payer, etc., les salaires, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas avoir des équipes extensibles. Mm. D'accord? Donc, les équipes sont plus petites. D'accord? Et on veut aussi des gens qui ont déjà une expertise. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de power utilities. Bon, ben, je ne vais pas être un expert comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, mais ayant déjà travaillé sur ce secteur-là, ben, naturellement, je pouvais aller vers ça. Donc ça, c'est ce que font les private equity. Un autre angle que vous pouvez aussi étudier, je pense, et compte tenu, compte tenu là, des sujets qu'on discute, euh, sur l'Afrique, c'est aussi l'infrastructure, ce qui est aussi du private equity. Mais l'infrastructure, vous allez investir plutôt dans des projets qui vont être, comme son nom l'indique, de l'infra, donc des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports. Vous voyez, tous ces projets-là, d'accord, qui sont aussi finalement très intéressants. Donc, un acteur qui est assez connu, qui s'appelle Macquarie, hein, qui finance énormément de projets. Euh, donc, ça fonctionne un petit peu de la même manière que le private equity. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez un panel, en fait, vous avez un choix. Quand on rentre au départ, Large. on voit Ouais. que l'investment banking, mais dans l'investment banking, il n'y a pas que la fusion-acquisition. C'est parce Mm. que si on prend la pyramide, c'est ce qui est vu comme Le le plus sommet. prestigieux, mais vous allez faire Ouais. du project finance. Comment dire, donc ceux qui travaillent sur des projets infrastructures à la banque qui les financent, d'accord, c'est Ouais. 10 fois plus excitant. Je veux dire, Mm. financer des ports, des aéroports, des choses comme ça, c'est des vraies problématiques concrètes. Et des fois, il y a des jobs qu'on ne soupçonne pas dans les banques. Et on pense que l'investissement banking, c'est que le M&A. Non,
Et je vous invite à regarder plus loin. Vous allez faire de l'equity research. Alors là, on est complètement sur autre chose. C'est analyser des sociétés qui sont cotées en bourse, etc. C'est un métier aussi très fascinant. Vous voyez? Donc, moi, je vous invite vraiment si vous voulez, à ouvrir votre spectre. Et pour ça, ce que je vous encourage à faire, parce qu'on se découvre au fil du temps, hein, mais n'allez pas vous mettre dans un métier avec des croyances. Il faut discuter avec des gens qui sont sur le terrain et penser que ça vous correspond. Parce que si vous faites un métier qui ne vous correspond pas, vous n'allez pas exceller. La réalité, elle est là. Allez qu'on excelle dans un métier, à partir du moment où on a la passion de se lever le matin et on se dit, super, génial, on y va. Je vais apprendre quelque chose aujourd'hui. Moi, je vais vous le dire, hein, le métier, j'ai vu beaucoup de mes camarades hein, qui se sont levés le matin pour un salaire. Donc, on se lève le matin pour un salaire, c'est vrai. On se lève pour une rémunération. Mais il y a un moment donné, vous savez, quand il n'y a plus la passion, ça devient compliqué de se lever le matin. Oh oui, Donc, absolument. Tout à fait. donc, je vous encourage pas à vous lever pour le Pour un salaire, mais vous salaire. lever pour la passion. Vraiment, ça fait toute la différence. J'ai Si vu, gros j'ai vu, soit-il. ouais, non, j'ai vu deux types de managing directors. J'ai eu de la chance de travailler avec une rockstar qui était le meilleur M&A banker de BNP quand j'étais à Dubaï, qui closait 20 milliards de deals à l'année, qui était un type passionné qui travaillait 8 heures par jour. Et j'ai eu l'opposé à Londres, travailler avec des gens qui travaillaient 14 heures par jour et qui tiennent les pieds. Donc, la réalité, c'est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est les Tout à questions qu'il fait. faut Ouais. se poser. Et bon, faut pas se mentir, c'est quand même que vous soyez en M&A ou en private equity, c'est des métiers où vous travaillez au bas mot 60 heures par semaine, on va pas se mentir. Ça peut aller extensible. Est-ce qu'on fait 100 heures par semaine? Peut-être quand il y a des phases intenses de deal. Moi, il m'est arrivé, je me rappelle, la plus grosse semaine que j'ai faite, c'était 124 heures. Je peux vous assurer que la semaine d'après, c'est dur de s'y remettre. Donc, vous voyez, il y a cette notion il y a cette notion d'intensité où il faut arriver à la gérer. Et est-ce que c'est toujours intense? La réalité, c'est faux. Il y a cette intensité qui est là, effectivement, quand on est en phase de clôture ou autre. Bon, effectivement, quand on est dans les grandes banques, comme ça a été le cas pour moi, quand je travaillais chez BNP, SocGen et Citi, c'était très intense. Chez Société Générale, j'ai pas passé beaucoup de week-ends en dehors de la banque, mais c'est un choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choix de carrière C'est la passion aussi. voilà, la passion, il faut accepter avec le métier. Mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, la passion m'animait plus suffisamment pour me lever le matin. Et j'adore cette phase d'analyse, donc j'ai préféré aller dans des hedge funds où là, je m'amuse beaucoup plus. Je passe ma journée à analyser des sociétés et j'ai plus cette gestion de process qui, à un moment donné, a été lourd. Je discute avec des amis avec une amie cette semaine qui est à la World Bank, donc qui travaille sur beaucoup de projets d'investissement sur l'Afrique. Et elle me dit, mais moi, je fais que de la gestion de process. J'adore ça, négocier avec les avocats, etc. Elle me dit, par contre, la valorisation, c'est pas mon truc. Donc, vous voyez, il faut encore comprendre qui vous êtes, quel élément vous êtes, qu'est-ce que vous allez apporter et où vous êtes bon. Alors, on le découvre avec le métier. Mais moi, je vous invite pour faire ça. Mais je savais très tôt qu'en commençant la banque, c'était plus le hedge fund qui m'intéressait. Bon, après, on s'en va plutôt au plus tard, ça, ils ont pas des opportunités de carrière. Mais ce que je veux vous dire, c'est discuter avec les gens. Aller chercher les gens sur LinkedIn, essayer de discuter avec eux. N'envoyez pas des pavés de 3 km, les gens n'ont pas le temps de lire, mais juste des messages un peu Assez short. bref, ouais. Moi, bref, et surtout essayer d'apporter quelque chose. Vous savez, le problème qu'on a dans cette société, c'est que on est demandeur. On demande et on n'apporte rien. Quand quelqu'un vous demande, et désolé, hein, je fais cette analogie parce que ce matin, tout comme vous, pour certains, j'ai pris le métro, mais on était là à me demander de l'argent. Si le monsieur, par exemple, il aidait les gens à monter des valises, vous voyez, quand il y a les escaliers, ben peut-être que j'aurais envie de lui donner de l'argent. Mais c'est pareil pour vous. Ne soyez pas demandeur. Essayez d'apporter une expertise. Si vous avez une expertise sur un pays, dites voilà, j'aimerais avoir votre point de vue, j'ai vu que vous êtes positionné là, tiens, je peux peut-être vous apporter quelque chose. C'est un donnant-donnant, vous voyez? Et c'est comme ça Être qu'il dans faut l'échange, fonctionner. effectivement. Ouais. Excès dans l'échange. Et Alors, trop souvent, on n'est pas dans cet échange-là, et c'est pour ça qu'on dit, ah, les gens sont arrogants, les gens sont ci, c'est ça, mais je vous cache pas, quand on travaille 10 à 12 heures par jour, on n'a pas le temps. Je veux dire, vous avez déjà pas le temps pour votre famille, vous voyez pas vos proches, vous voyez pas votre compagne, et à un moment donné, bah, pourquoi vous avez donné du temps aux autres, quoi? Hein. très bien. Alors, on va poursuivre parce qu'il y a pas mal de questions qui sont, qui sont tombées. Donc, on a, enfin, là même dans le propos aussi, vous avez
comparer, on a pour habitude de le faire d'ailleurs, l'univers anglo-saxon et l'univers francophone quant au comportement face aux questions d'argent, tout simplement, aux questions financières. Donc la question de William Gauthier, toujours aussi passionné, toujours aussi intéressé, c'est celle de savoir si les opérations du PE sont aussi répandues en France ou dans le milieu francophone qu'elles le sont aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Ouais, ouais, le private equity, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le private equity a une essor compte tenu qu'on utilise un levier, on utilise énormément de dettes. Donc, je dirais que ces 20 dernières années, effectivement, les taux d'intérêt ont tellement descendu que c'était favorable pour le private equity. Donc, on a les allocations d'actifs l'allocation d'actifs est, comment dire, a été réorientée des actions plutôt du marché qui était ce qu'on appelle listé au private market. Donc, on a eu Ok. l'essor du private equity, comme qu'on voit l'essor du KKR, Blackstone, enfin tous ces grands noms qu'on connaît du private equity. Euh, Maintenant, pour répondre à cette question, non, je pense que le private equity est très développé sur la place de Paris. Alors, peut-être pas sur des gros fonds américains comme on imagine, mais bon, aujourd'hui, vous prenez Tikeo, parti d'une petite aventure de gamin qui avait 28 ans, c'est quand même, ils gèrent quand même des milliards aujourd'hui, ils font énormément de private equity. Donc, c'est pareil, le private equity, vous avez les grands américains, mais vous avez aussi plein de fonds de private equity. En France, je remarque une démocratisation de petits fonds de private equity. Oui, oui. Donc il y a Vous de la avez, place vous, à prendre encore. oui, oui, moi je fais partie d'un club, hein, parce que d'une association où il y a plein de petits fonds de private equity qui sont en train de monter. Et peut-être que ce seront les nouveaux Blackstone de demain, je sais pas. Mais, Hmm. mais les gens n'ont pas peur d'y aller en se disant, allez, je me lance, allez, même si je lève que 2-3 millions, j'y vais, mais je suis sur un secteur de niche, l'éducation, la tech est bien précise, vous voyez. Donc, on apporte une valeur ajoutée. Alors, c'est être entrepreneur en fait. Vous voyez, Hmm. aujourd'hui, je trouve que les gens sont de plus en plus entrepreneurs dans le milieu de la finance qu'ils ne l'étaient autrefois. Et je vous encourage à le faire. C'est pas forcément facile parce que, comment dire, la marche est haute, aussi bien de connaissances, de track record, mais au-delà de ça, c'est que de se dire, ben, je monte une petite structure. Il faut jamais oublier que dans ce milieu, vous vivez avec la performance que vous allez générer. Hein, Au attention, hein, quotidien. c'est pas comme je vends des chaussures ou un téléphone ou très rapidement je trouve des clients, je fais une campagne marketing. Hmm. Non, non, c'est de la propriété intellectuelle. N'oubliez jamais ça. Vous vivez sur vos idées. C'est Très comme, bien. c'est comme écrire des livres. Hmm. Quelqu'un qui est auteur, je ne prétends pas être un auteur, hein, d'accord, il y a des gens, c'est leur métier. Quelqu'un qui est un auteur, il vit de ses idées. Il y a des sacrifices à faire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hmm. Alors, ce qui vous oblige justement, enfin, qui oblige les professionnels de ce domaine-là à doubler, en tout cas ceux qui travaillent en francophonie, à doubler leur métier, de la pédagogie aussi, pour essayer de hisser le public à ce niveau de connaissances qu'ont les autres, qu'ont Absolument, le public absolument. anglo-saxon notamment. Ouais. C'est l'idée, hein, c'est l'idée, mais je pense que je lisais cette semaine, c'est pas il y a un article qui est passé dans les journaux, les Échos, pour ne pas le citer, mais les jeunes en France ont de plus en plus d'appétence pour aller investir sur le marché action ou autre, et ça je l'encourage parce que cette culture de risque, elle n'est pas très présente en France, euh, et je pense que je pense que ça passe par là, et les gens se rendent compte parce qu'on est dans un environnement de remontée d'inflation qui, Hmm. comment dire, on n'a pas connu ça depuis 20 ans, et donc la dynamique va changer. La dynamique va changer. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, mettez votre argent sur un PEA, pardon, un Un livret A, PER. ouais, Hmm. voilà, alors un PEL, bon, il y a des avantages, mais un livret A, excusez-moi, le livret A, ça rapporte 3%. L'inflation est de 4 voire 4,5. Vous avez perdu Ouais. 1,5%. Donc, il y a une érosion avec l'effet de l'inflation qui fait que vous êtes obligé d'aller vers des actifs qui sont un peu plus risqués si vous voulez faire de la performance. On peut donc dire que l'avenir du private equity a de beaux jours devant lui. Alors, Qu'est-ce le que ça... private equity, je suis pas très, comment dire, optimiste. Pourquoi? Parce que je dirais que les leviers de croissance, en tout cas les leviers de génération de valeur sur le private equity, sont le premier levier, c'est le financement, parce qu'on utilise beaucoup de dettes, d'accord? Et donc les dettes, les intérêts de la dette sont déductibles des impôts, donc ça c'est tout un mécanisme. Donc cet effet de levier aide.
Mais avec la remontée des taux, je pense que ça va impacter beaucoup de fonds de private equity. Et beaucoup de fonds de private equity, en fait, ne sont pas assez, comment dire, développés sur l'aspect opérationnel. Parce que quand on apporte du capital à une société, on peut juste apporter du capital, puis attendre qu'elle croît, ou on peut être aussi expert dans un domaine et apporter des compétences. Et ça, c'est ce qu'on appelle la partie opérationnelle. Beaucoup de fonds de private equity ne sont pas assez costauds sur la partie opérationnelle, à mon humble goût. Et je pense que pour ça, je pense qu'on va avoir l'émergence de petits fonds des gens qui vont apporter une partie opérationnelle. Et possiblement, il y a beaucoup de grands fonds qui pourraient souffrir d'une décollecte au profit du marché public. Alors ça, bon, c'est quelque chose qui fait débat actuellement. On verra ce qu'il en est de l'avenir. Seul l'avenir nous dira. Mais je suis pas certain que le private equity aura les plus belles années qu'il a eu, que Blackstone arrivera à reproduire des performances comme c'était le cas ces 20 dernières années. Très bien. Alors, là, on se retrouve entre passionnés pour certains et curieux pour d'autres, donc curieux qui sont des néophytes, ce qui est mon cas, par exemple, dans le domaine. Si vous deviez expliquer l'IB et le PE à un néophyte ou à un novice total, en 2 mots ou en 2 phrases, ce serait quoi exactement? Pour que ce soit bien compris et clairement compris, et quitte à savoir si ça peut susciter des envies, des passions ou des vocations. Bien sûr. Donc, l'IB, disons le M&A, pour être plus précis. Le M&A, c'est un aspect, comment dire, transactionnel, ce que je vous expliquais, sell side, c'est-à-dire que votre rôle, c'est un rôle de conseiller. Hein, à la fin de la journée, c'est ça. Le private equity, de l'autre côté, c'est que vous avez des fonds, des capitaux d'investisseurs, vous cherchez une cible et vous allez investir dans cette société. Et vous allez essayer de la faire croître. D'accord. Et au bout de 5 ans, 7, vous allez reprendre vos participations dans cette société, la vendre et ensuite redonner l'argent à vos actionnaires. Voilà, tout simplement. Donc les deux modèles sont différents. Il y en a un, c'est un modèle de sell side où vous touchez des fees, d'accord, sur le conseil que Ok. vous faites, hein, comme le font des cabinets d'audit. De l'autre côté, sur le private equity, il y a une notion d'investissement. Il y a une notion, j'ai des skis, comme disent les Américains, skin in the game, hein, c'est-à-dire que je mouille le maillot, je suis investi. Voilà. Je dirais que la différence notoire, elle est ici. Très bien. Alors, vous disiez que enfin, nous savons, parce que vous êtes auteur, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages. C'était quoi l'objectif aussi et le public ciblé? Est-ce que c'est pareil, c'est de la vulgarisation, de la pédagogie, ou c'est simplement un partage de connaissances entre initiés, entre personnes du domaine? Alors, pour avoir été professeur maintenant depuis 2017, donc j'ai constaté effectivement, je dirais que quand on avance dans le milieu, on se rend plus compte de la technicité qu'on acquiert humblement, mais et quand on doit redonner aux étudiants, je dirais que c'est là où je me suis aperçu il y avait un vrai manque. Donc, mon public à qui je souhaitais m'adresser en premier lieu, c'était les étudiants et leur faciliter cette compréhension parce que lire des bouquins de 300 pages, il y en a qui sont intéressants, mais il n'y a jamais rien qui est résumé. Et je pense que c'est ce qui manquait dans la matière, c'est d'avoir une sorte de résumé. C'est pour ça que j'ai écrit ce premier livre avec les coups de cheat, où en 100 pages, on a quand même une bonne résumé, on a un bon résumé de ce qu'est l'investment banking et qu'est-ce qu'on doit utiliser. Et après, donc, j'ai écrit un deuxième ouvrage qui, lui, a été plutôt donc les ouvrages sont là d'ailleurs. Ça, c'était le premier hein, le premier sur les coups de cheat. Vous voyez, c'est un Ok. ouvrage qui est assez buvable. Et après, le deuxième où je me suis attelé, c'était un peu plus pour les process M&A, parce que quand j'ai écrit le premier, j'avais énormément de questions sur comment ça fonctionne la banque, je vais où, je fais quoi. Et donc, voilà. Et donc là, dedans, je me suis attelé effectivement à expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionnait. Et puis bon, le dernier qui m'a effectivement pris pas mal de temps, qui lui est un peu plus épais. Donc là, Ah oui, en effet. on est sur toutes les questions potentielles que vous pouvez avoir en M&A, private equity, hedge fund et côté marché un petit peu. Voilà, donc c'est un bouquin qui fait 400 pages et donc je me suis un peu creusé la tête pour arriver à apporter quelque chose et les questions. Il y a plein de choses sur Internet. Le problème, c'est c'est souvent trop bref, c'est pas assez. Et je voulais faire quelque chose où j'allais vraiment en profondeur De et puis complet. apporter. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. S'il reste des questions, nous les prenons. Pour l'instant, voilà, moi, j'avais une dernière petite question avant que nous n'abordions le dernier point. C'est en termes de conseils.
pour quelqu'un qui veut se lancer, qui est déjà curieux, qui est déjà passionné, etc., qui est sur le point de se lancer et qui manque peut-être de motivation, qui se dit que c'est un océan beaucoup trop profond, beaucoup trop vaste pour s'y lancer. Par quoi je commence? J'ai pas les entrées forcément. Euh, Quel serait le conseil primordial pour que la personne euh, passe le pas? Alors, il faudrait lire mes ouvrages, parce que je pense que Déjà, le deuxième vous aide à naviguer et à comprendre les étapes. Mais l'étape est assez simple. Bon, il faut préparer son CV, sa lettre de motivation. Ça, c'est indéniable. Donc déjà, parce qu'il y a déjà plein de CV qui ne correspondent pas au screening des banques. Déjà, vous ne passerez pas les screenings. mm, Voilà, il y a Goldman Sachs qui a créé un template il y a quelques années. C'est le template à suivre et qui est suivi par voilà, quelques écoles. faut le Donc là, déjà, savoir, ça aussi. voilà, il faut le savoir. Et quand on ne le sait pas, Mm, effectivement, c'est un couac. Donc absolument. ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que je pense que beaucoup de gens s'éparpillent. Ils tournent autour de, ils sont pas réalistes avec leur situation ils candidatent sur LinkedIn. En veux-tu, en voilà. Il y a une annonce qui arrive, je candidate, je vais ci, je vais là. Et je pense que ces stratégies de volume ne fonctionnent pas. Voilà. Et je Donc pense faire qu'en du fait, ciblage. non, voilà, exactement. Vous prenez 10 sociétés, 5 à 10 sociétés, et vous tournez autour. Voilà. Ça se passe comment? Vous mettez votre profil LinkedIn, vous connectez avec des experts, vous essayez de parler avec eux. C'est peut-être la phase la plus difficile, mais moi, il m'est arrivé de passer jusqu'à 6-7 heures sur LinkedIn des fois par jour, à une certaine époque, pour arriver à me connecter avec des gens. Ça prend du temps, hein. Mais même encore aujourd'hui, je le fais énormément, hein. Je me connecte encore à beaucoup avec des seniors et des gens qui sont, je prétends pas, il y a des gens qui sont encore bien plus avancés d'où je suis, hein, et je n'hésite pas à les solliciter, à aller les voir. Pendant quelques temps, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait énormément de networking sur place. Donc, même moi, je suis encore face à cette situation-là où j'essaie de me connecter avec des gens. Donc, mais il faut cibler. C'est-à-dire que je sais les gens que je veux cibler. Voilà, vous savez dans quel pays, vous savez dans quel secteur d'activité. Faut pas aller n'importe où. C'est un peu le problème. Et en soi, parce qu'une fois que vous commencez à parler avec trois, quatre personnes d'une société, bah, c'est facile. Et puis quand vous questionnez les gens, la question, les gens, et vous faites quoi? Et c'est Mm. là où voilà, les gens ne sont pas, peuvent vous aider. Donc il faut être un peu stratégique, je dirais un peu malin, mais ne vous dispersez pas. C'est ce que je vois les trois quarts du temps. Les gens se dispersent. Donc ne pas se disperser, faire du ciblage et surtout bien se renseigner sur le milieu, notamment sur Ouais, parce que les quand critères de vous, recrutement des Je entreprises. sais, je sais pas, moi, ce qui m'a passionné très tôt, c'est les matières premières, compte tenu de ma famille. Bon, ben, aujourd'hui, je suis capable, quand j'ai commencé à networker avec les gens, j'étais capable de discuter un peu du secteur, des choses comme ça. Je lis sur le secteur. Et ce que je remarque, c'est que les gens lisent pas assez ou suivent pas l'actualité. Je sais pas, moi, je vais à un entretien où je vais discuter avec quelqu'un. Je m'intéresse un minima à la société, les transactions, les dernières transactions qu'elle a faites, qui sont les gens, comment ça fonctionne. Enfin, et rien que sur LinkedIn ou sur Internet, enfin, aujourd'hui, on a une chance énorme. Enfin, Google est notre meilleur ami, hein. Je veux dire, vous avez un tas d'informations déjà que vous pouvez avoir. Très bien. Alors, une petite question qui vient d'arriver de Joe, donc qui nous dit travailler en gros en recherche de financement, donc notamment auprès de la BPI et de la région Île-de-France, mais qui voudrait basculer en M&A. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui change entre les deux univers. Est-ce qu'il y a un grand écart à faire ou Bah, le grand écart, je pense que pour travailler pour la BPI, c'est extraordinaire. C'est un excellent nom. Ce qu'il faut après, c'est développer les compétences techniques sur la valorisation. L'entretien, notamment en France, sont très techniques. Donc c'est là où il faut se préparer. Il faut être prêt pour, comment dire, utiliser votre expérience que vous avez, la leverager. La leverager, ça veut dire aller cibler des gens qui sont dans le M&A, d'accord? En fonction des tailles de transactions que vous avez financées à la BPI, ben, vous allez cibler peut-être des boutiques M&A ou des grandes banques, je ne sais pas où vous en êtes. Et en fonction de ça, derrière, il faut que vous soyez prêt techniquement. Malheureusement, ce qu'on voit trop souvent aux entretiens, c'est que les gens techniquement ne sont pas prêts. Donc même si vous avez fait les SEC, moi ce que je conseille aux gens qui viennent de catégories de ce que j'appelle, excusez-moi, ce qu'ils appellent comme ça vulgairement en France, la classe B ou la classe ou les catégories 2, mais soyez bon techniquement. Si vous êtes capable d'éblouir la personne qui vous interviewe et avec vos compétences techniques et qu'un essai qui n'est pas capable de le faire, mais vous avez gagné l'entretien.
Et c'est là où, malheureusement, les gens, déjà partent parce ils se disent, j'ai pas la bonne école, mais aussi ils partent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, non, il faut qu'à un moment donné, vous ayez quelque chose en plus. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à être bon techniquement. Moi, ce qui m'a sauvé dans ma carrière, c'est que je pense, sur l'aspect technique, j'ai fait un gros effort qui m'a aidé. Voilà. Très bien. Donc, de la formation et finalement être performant sur le terrain. Très bien. Bah, merci pour toutes ces réponses. Merci pour toutes ces lumières. Et je pense qu'on a été assez complet et assez concis en même temps dans ces 3 petits quarts d'heure. Il n'y aura pas droit à une dernière question, mais moi, je vais peut-être vous laisser clôturer. Euh, Nous dire un petit mot de la fin sur cette séance, ce que vous auriez souhaité atteindre comme objectif avec nous pendant ce webinaire qui n'est que le début de quelque chose, avant que Remel ne puisse nous partager aussi le petit formulaire qui concerne tous les, euh, tous les passionnés, tous les curieux de cet Ouais. univers. Ouais, je suis désolé, je vais faire un mot de la fin parce qu'après je vais devoir y aller. Mais l'objectif, c'était effectivement de vous introduire, de vous présenter les livres. J'espère que ça va vous aider et potentiellement, donc, on avait discuté avec Romuald, c'était de faire une petite formation en interne, voilà, sur un week-end, peut-être pour des gens qui sont plus passionnés, plus intéressés, pour vraiment vous apporter toutes les clés et les connaissances pour que vous soyez plug-in, quoi, et puis que vous pouvez réussir vos entretiens. Donc, c'était un petit peu l'objectif qu'on avait en tête. Très bien. Alors, il y a un formulaire qui sera partagé, qui se remplit en 30 secondes très rapidement pour collecter les informations. Donc, je rappelle que vous êtes enseignant, entre autres, et donc des formations, dont une sur laquelle il reste 3 places, donc, là, dans quelques jours, à Ouais. laquelle il faut s'inscrire assez rapidement. Donc, Ouais, c'est chez n'hésitez vraiment Fac7. pas. C'est chez Fac7 Voilà. c'est du 13 au 15 et il reste 3 places, 3 places et c'est 2 heures par soir, effectivement. Voilà. Donc, ce que je vais former les gens de Fac7, les nouveaux juniors de Fac7 chaque année à Paris. C'est toujours un grand moment de joie, j'adore. Du partage et du partage de connaissances. Très bien. Bah, merci à vous. Oui, le lien du formulaire est déjà dans le chat. N'hésitez vraiment pas si vous êtes intéressé. Dans tous les cas, Alumise reste accessible aussi pour faire la passerelle et donc transmettre les informations. Merci à vous de la disponibilité. Nous allons pouvoir vous libérer. Et merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite Et bon courage et n'hésitez pas si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. absolument pas. Absolument pas. Merci à vous. Merci, au revoir. Très bien, au revoir. Donc, merci à vous également d'avoir été présent sur ce webinaire. Merci, nous étions quelques dizaines, c'est très bien. Je vois qu'il y avait des curieux, il y avait aussi des passionnés de l'univers de l'IB et du PE, donc nous avons aussi appris 2, 3 choses. Maintenant, comme ça a été dit effectivement au début, c'était une séance introductive qui permettait simplement de plonger dans cet univers de manière superficielle pour connaître, susciter la curiosité. Donc, Culture Phi, c'est le programme de culture, d'acquisition de culture financière, de la culture financière chez Alumniz, donc porté notamment par Romel. Donc, c'est à travers des webinaires comme ceci, des supports de communication, des partages d'informations, etc., sur l'univers de la culture financière. Nous avons également eu, il y a quelques mois maintenant, il y a plusieurs mois maintenant, un après-taf d'Alumniz consacré notamment à l'immobilier, donc qui était aussi dans la catégorie de la culture financière. Euh, Est-ce que Romel aurait un dernier mot, un mot de complément sur Euh, Culture Phi et sur tous les liens qu'il nous a partagés ici, hein? oui, donc juste un dernier mot pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet présenté par Kevin. Vous avez donc ce formulaire d'intérêt sur lequel il vous est proposé de rentrer vos contacts et éventuellement de vous positionner sur les formations qui vous intéresseraient et on vous mettra en contact avec Kevin pour aller plus en profondeur. Et puis aussi en parallèle, Alumnis propose un programme de parrainage, donc ça concerne les étudiants et bien sûr les professionnels. Donc les étudiants qui souhaitent se faire accompagner, on est dans cette dynamique de networking dont parlait justement Kevin, qui permet cette espèce de prolongement de la connaissance, des échanges. Donc Alumnis met en place ce programme de parrainage entre des étudiants et des professionnels. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le lien d'inscription dessus. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci à vous, encore une fois. Nous nous fixons rendez-vous lors d'un prochain événement d'Alumniz, lors d'une prochaine activité d'Alumniz. Toutes les communications sont faites sur nos réseaux sociaux, évidemment, donc n'hésitez pas non plus à vous y abonner et à y suivre nos informations et notre actualité. Merci à tous d'avoir disposé de ces quelques minutes un samedi avant midi ou un samedi midi plutôt. Donc voilà, excellent week-end à vous et nous nous quittons sur une petite vidéo qui fait également une présentation d'un profil Alumnis parce que c'est aussi ça, le réseau Alumnis. Bon week-end et à la prochaine.